En à peine 2 ans, Ian Fleming est passé du poste de chroniqueur nécrologique dans les bureaux de Reuters à celui d'envoyé spécial à Moscou. Si le journalisme le passionnait toujours autant, il s'avéra qu'au final, la paye, elle, ne suivait pas. En effet, en tant que Fleming, Ian se devait d'avoir un train de vie conséquent, s'acheter des costumes hors de prix, être membre de clubs prestigieux, déjeuner dans les plus grands restaurants. Bref, pouvoir être vu en société et montrer le prestige de sa famille. Malheureusement, ce n'étaient pas les maigres revenus concédés par sa mère, additionnés à son modeste salaire de journaliste, qui pouvaient lui permettre de continuer à postuler au standing des milieux bourgeois. Surtout qu'il savait à présent, depuis la mort de son grand-père, qu'il ne devait plus s'attendre à un quelconque héritage, et qu'il devait à présent devenir indépendant. D'autant plus vis-à-vis de sa mère et de ses chantages financiers pour contrôler sa vie amoureuse. Comment gagner plus d'argent ? Son patron, Richardson Hart, lui, avait remarqué les compétences du jeune homme et avait décidé de le gratifier par un illustre poste de correspondant permanent à Shanghai. L'offre est alléchante et propose un dépaysement complet, ainsi qu'une reconnaissance professionnelle indéniable. Ian s'imagine alors marcher dans les pas de son grand frère Peter, devenu, lui, un aventurier au long cours, un reporter aux 4 coins de la planète. Néanmoins, se présentera alors à lui une énorme ombre au tableau qui lui fit remettre les pieds sur terre. Le salaire. Celui-ci n'était alors que de 800 livres par an. Selon Fleming lui-même, cette somme ne couvrirait même pas le coût de sa consommation d'opium. Alors, évidemment, Ian refusa l'offre. Et il offrit également sa démission. Tout simplement parce qu'il avait une autre idée en tête. En 1932, il avait rencontré une femme charmante, Maud Russell, pendant la garden party annuelle organisée par sa mère. Vous souvenez-vous que Ian avait déjà été fiancé et s'était engagé avec une jeune Suissesse qui inspira la mère de James Bond. Eh bien, la rencontre avec Maud fut l'un de ces éléments décisifs qui lui firent changer d'avis. Ça, et bien sûr le fait que sa mère le déshériterait s'il se mariait. Maud Russell est née Maud Nelk en 1891 à Londres. Elle est la fille de Paul Nelk, un richissime banquier d'origine juive allemande, immigré au milieu des années 1880. Or, si Maud est élevée dans le luxe, l'opulence, cette dernière est restée toute sa vie particulièrement simple et pragmatique. En 1916, elle rencontra l'homme qui deviendra son mari et le père de ses 2 enfants, Gilbert Bean Alwyn Russell, un simple lieutenant d'infanterie de bonne famille anglicane, âgé de 42 ans, soit de 16 ans son cadet. Malgré la différence de fortune, d'âge et de religion, la passion les envahit dès le premier regard, et l'ensemble de leur vie ne sera désormais voué plus qu'à l'un à l'autre. Lui également se présente comme un humaniste et est doué d'un indéniable goût de la provocation. Ainsi, en 1917, quand il présenta sa fiancée à sa famille, il leur décrit la situation en ces termes. « L'idée d'épouser une Allemande alors que nous sommes en guerre contre eux m'amuse follement. » Mais ce sera bien plus que de simples moqueries dont ils feront part. Les Russell sont alors richissimes et font à la fois dans le mécénat d'artistes, mais aussi dans l'engagement politique. Maud est d'origine juive allemande, traitée comme une ennemie durant la Première Guerre mondiale et dont le peuple a été tyrannisé durant la Seconde. Bien que la richesse atténue les malheurs et les différences, elle ne fut jamais dupe des conditions de vie de ses contemporains bien moins fortunés qu'elle. Pour eux, l'engagement politique n'était pas un vain mot. Dès le début des années 30, ils mettront en place tout un réseau entier d'immigration pour permettre aux réfugiés juifs d'Allemagne de fuir les persécutions nazies de manière clandestine. Maud et Gilbert sont des antifascistes reconnus. Et plus que cela, Gilbert baigne lui aussi dans le grand bain des services secrets britanniques. D'autant plus qu'il est à la tête d'une des banques de la City, la Cullen Company, qui est secrètement sous l'égide du MI6. Si on ne peut plus faire confiance à un banquier suisse, où va le monde, je vous le demande? C'est donc pour un emploi de conseiller financier et agent de change au sein de la bourse de Londres que postule Ian Fleming. Son salaire suivra en conséquence. Au taux de change actuel, moins les frais et certaines imprévisibles dépenses, bien entendu. Je vous ai mis la somme en chiffres ronds. J'apprécie énormément les rondeurs. Ian et Maud ont certes une liaison amoureuse. Cependant, elle n'est pas forcément ce à quoi Ian s'attendrait. Car Gilbert, le mari, est tout simplement au courant de tout et valide d'ailleurs cette aventure extra-conjugale.
Maud et Gilbert forment une sorte d'union libre. D'ailleurs, Maud n'a aucune intention de quitter son mari. Elle est bien trop fusionnelle avec lui. Et puis elle et Ian ont presque 17 ans de différence. Un écart d'âge beaucoup trop important aux yeux de sa maîtresse. Ian reste donc 2 ans chez Cullen Company, mais qui se révéleront être des années décevantes. Il s'engagera alors vers la banque Rowan Pitman, avec un salaire encore plus confortable. Une banque dont le neveu du fondateur, Fred Pitman, avait gagné la médaille d'or olympique à Stockholm aux côtés de son oncle Philip Fleming. Cependant, son train de vie de seigneur ne l'engagea en rien à s'enrichir, car il commence à fréquenter les salles de jeu. Il mène la grande vie, peut-être même légèrement au-dessus de ses moyens. Il s'en va assez régulièrement en France, sur la côte d'Opale, pour profiter des plages et surtout des casinos, et en particulier au Touquet, qui deviendra le lieu de l'imaginaire Royal Les Eaux, de Casino Royal et d'eau service secret de Sa Majesté. Mais plus que tout, Ian s'ennuie. Il n'est en rien capable de saisir les subtilités boursières et les taux spéculatifs. Il ne comprend rien aux chiffres, aux fractions, aux pourcentages. Il fait partie des pires brokers du monde, comme lui soulignera le collègue qui en prendra son poste après qu'il ait démissionné. Il essaiera néanmoins de trouver des investissements fructueux. Mais nous sommes dans les années 30, et les krachs boursiers de 1929 et de 1933 ont considérablement refroidi les actionnaires les plus courageux. J'ai l'argent. Vendez encore à découvert 1 million d'actions Skyfleet. Monsieur, je me dois de vous dire que vous jouez contre le marché. Les opérateurs sont unanimes. Ces actions ne peuvent que grimper. Vendez, compris. Alors, il s'épanouit dans sa vie privée. Il rentre dans des cercles fermés comme les Whites ou les Boodles, et il transforme sa maison du 22 bis Avery Street en une sorte de lupanar qui nomme dans un français snobinard le cercle gastronomique et des jeux de hasard, où il réunit des amis masculins s'adonnant au casino, au golf ou au bridge. Il y apprend les bases du baccarat, mais également de la bonne chère, ne se privant en rien pour réaliser ses orgies. Fleming s'éloigne donc des plaisirs de l'écriture pour une apparente dilettante. Il se lance aussi dans la collection de livres anciens, afin de s'assurer une manne financière pouvant prendre de la valeur, l'or et le dollar ayant montré des signes de faiblesse jadis. Mais c'est surtout le sexe qui, après ses nombreuses déceptions sentimentales, a pris le pas sur la raison. Il est alors tout bonnement monstrueux quand il reçoit des femmes chez lui, ne se préoccupant quasiment pas d'elles, jusqu'à l'action, et leur exhibant volontiers et sans pudeur des livres d'imagerie érotique qu'il avait commencé à amasser depuis Kitzbühel. Mary Pakenham, l'une de ses maîtresses, dira de lui qu'il n'avait que 2 sujets de conversation, lui et le sexe. Vous savez que faire l'amour avec Fatima était le plus grand plaisir de toute votre vie. Eh bien, pour être parfaitement honnête, j'ai connu une fille à Philadelphie. À une autre de ses maîtresses, autrichienne, Edith Morpurgo, il enverra des lettres passionnées entre les « Je veux vous embrasser et ne rien dire, cela n'a aucun sens, mais je vous envoie des morceaux de mon cœur » et des « Si je devrais dire amour, vous n'aurez rien à répondre. Alors j'aurai à vous fouetter et vous pleurerez, et je ne veux pas, je veux seulement que vous soyez heureuse. » Bref, le démon de midi est à sa porte et il est en avance. Une fois même, alors rendre visite à un ami dont il aurait dû être le témoin de mariage. Il trouva sa jeune épouse seule, chez lui. Il l'invitera donc à passer quelques jours avec lui faire le tour des châteaux de la Loire. Et la semaine se terminant, il la renverra dans le premier train avec une note pour son mari, et certainement ex-ami, lui expliquant qu'elle a été une bonne fille. Or, contrairement aux idées reçues, ce côté mauvais garçon attire plus qu'il ne le dessert. C'est d'un ennui mortel ici, Margot. Il n'y a que des playboys et des tennismen. Si seulement je pouvais rencontrer un homme vrai. Elle vous rappellera. Qui êtes-vous? Bond, James Bond. À contrôle exercice de 007. Je me présente dans 1 heure. Vous ne voulez pas vous joindre à moi? Disons plutôt 2 heures. Et ces années-là deviennent pour lui une manne à fantasmes, d'orgies, de marivaudage, ainsi que d'expériences sadomasochistes en tout genre. Tout y passe. Mais avec Maud Russell, bien sûr, les rapports sont totalement différents. Avec elle, pas d'imagerie pornographique, pas de mépris, pas de mensonges, pas de grands textes grandiloquents. Maud est l'une des femmes avec qui il est charmant et attentionné, une de ces femmes qu'il respecte plus que tout. Ian, avec les femmes, est tantôt ange, tantôt démon.
Cette dernière, en 1938, lui offrira un magnifique écrin à cigarette en or qu'il gardera sur lui durant toute sa vie, et qu'il décrira dans « Bon baiser de Russie ». Un étui à cigarette ovale en or avec des crêtes ondulées et le bouton turquoise discret qui signifie Fabergé. Et puis, il y a aussi Muriel Wright, une belle blonde rencontrée au ski en Autriche en août 1935. La famille, apprenant sa relation avec le personnage, enverra son frère chez lui, armé d'un fouet. Mais il ne trouva personne vu qu'ils étaient tous les deux partis en week-end. Les années passant, la situation géopolitique en Europe se tend. Au balcon du Rathaus, l'hôtel de ville de Vienne, un petit homme en colère déclare l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. L'Anschluss. Pour Yann, les bruits de sabre venus d'Allemagne ne sont pas un craindre. Il pense à tort que le Führer ne déclarera jamais la guerre, et que ce sont les pressions franco-britanniques qui poussent vers la crise. Pour Yann, le vrai danger, c'est le stalinisme. Le 28 septembre 1938, Yann écrira une lettre ouverte au Times sur les dangers qui guettent son pays, critiquant les décisions du Premier ministre Chamberlain et se questionnant sur les accords de Munich qui devront être signés le lendemain. Ce qui est une réaction assez étonnante dans le fond, car publiquement, Fleming déclare à qui veut l'entendre que la politique ne l'intéresse pas. Peut-être s'est-il à ce moment-là trouvé une autre vocation que l'insouciance. A-t-il écouté Maud et Gilbert sur les dangers du nazisme? Ou encore ses éducateurs autrichiens Phyllis Bottom et Forbes de Nice? Ou même son frère Peter? Tous des antifascistes convaincus. Une année plus tard, il travaillera au bureau 39, au service du Naval Intelligence Department, le NID, une aile des services secrets de la Grande-Bretagne. Sa maîtresse autrichienne, Edith Morpurgo, elle, sera déportée à Auschwitz en 1942, où elle y sera assassinée.